Merci d'être avec nous dans ce journal. À la une, Ifani se réjouit de la construction de la route Aïta-Igolo pour desservir le corridor menant aux grands voisins de l'Est. Ces populations se félicitent aussi et félicitent le gouvernement de la rupture pour le démarrage de l'aménagement de l'axe Igolo-Porto Novo. Elles sont satisfaites, disent-elles, des autres actions de la gouvernance de Patrice Talon à leur endroit, comme l'électrification de plusieurs villages de la commune. Appréciation livrée au cours de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Le numérique pour la paix en Afrique de l'Ouest. Les jeunes de la sous-région y réfléchissent à Accra cette semaine. Ils tiennent dans la capitale ghanéenne un forum consacré à cette préoccupation sous l'égide de la Direction des affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEDEAO. On suivra le point de l'ouverture. Et puis renforcement des capacités des associations de jeunes pour l'identification, la détection et la prévention des comportements dans leur rang et chez les adolescents. À la maison des jeunes d'Abomey, toute la jeunesse du département du Zou y était représentée à l'invitation de la Direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports. La tournée d'explication et de reddition de comptes entamée par le gouvernement depuis quelques jours se poursuit sur le terrain. Mercredi et jeudi, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salibad Karimou, à la tête de la délégation gouvernementale dans le département du Plateau, était dans les communes d'Ifani et de Kétou. Pendant plusieurs heures, les populations ont eu droit à des explications sur les différentes réalisations de la rupture dans leurs différentes localités. L'initiative est saluée par les personnes venues écouter le membre du gouvernement. Suivez ici quelques réactions. On ne peut pas gouverner sans redevabilité. On ne peut pas gouverner sans rendre compte à nos concitoyens. Donc c'est un acte que nous avons apprécié à sa juste valeur. Et après le point, nous sommes satisfaits. Nous avons des raisons pour remercier le chef de l'État pour ce qu'il a fait au moins pour la commune d'Ifani. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la commune d'Ifani est ouverte sur l'extérieur. Et à travers la réalisation de la route nationale inter-État numéro 1, c'est-à-dire la voie que nous appelons communément la route Aïta-Igolo. Et aujourd'hui, la réhabilitation de la route Igolo-Porto Novo. Et la commune est désormais ouverte sur l'extérieur. Et concernant l'accès à l'eau, des efforts sont faits. Aujourd'hui, il y a près de 3 arrondissements qui sont impactés par rapport à ça. L'électrification, des efforts ont été faits. Quand nous prenons par exemple dans la commune d'Ifani, précisément dans l'arrondissement d'Ifani, la voie inter-État Aïta-Igolo, c'est une voie de quelques kilomètres qui, depuis des décennies, nos populations pleurent pour la réalisation de cette voie. On en a fait avec des gouvernements qui sont venus nous démontrer par A plus B que d'ici à là, cette voie allait être réalisée. Mais laissez-moi vous dire du moins, c'est grâce au régime, au président Patrice Talon, que cette voie est réalisée. Cela est devenu une réalité. Si nous rentrons dans le domaine de l'électrification, depuis la nuit des temps, Ifani n'a jamais eu l'occasion de bénéficier d'un projet d'électrification. Je parle de lancement d'Ifani. Donc c'est pour la première fois avec le président Talon dans le village de Gamine, nous avons bénéficié d'un projet d'électrification. Les écoles de la commune d'Ifani font partie des écoles qui ont bénéficié des cantines scolaires. Et donc les enfants de notre commune profitent bien sûr de cette cantine-là et sont en mesure de manger à leur faim. Et nous avons aussi bénéficié pas mal d'actions sociales, les microcrédits, pardon. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les commerces et qui ont bénéficié de cet appui pour leurs activités génératrices de revenus. La population est satisfaite. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait par rapport aux infrastructures routières. Il y en a qui restent. Si nous prenons par exemple l'as Ketoupe, Bloblo, Banigbe, Lagbe, c'est une voie qui est complètement dégradée. Et dans l'arrondissement de Dagbe, où passe cette voie, nous avons 2 postes de douane. Et cet arrondissement n'a pas de poste de police, de commissariat. Donc il y a ces petits trucs qui restent encore à faire. Et là, on pourra tirer un coup de chapeau au gouvernement, qui a déjà beaucoup fait.
Au point d'orgue de l'actualité depuis ce jeudi, des agents au service des militaires au pouvoir à Niamey se sont frauduleusement introduits sur le site de l'entreprise WAPCO à Semekpodji, ici au Bénin. Ils ont dissimulé leur vraie identité en se présentant comme des agents de la structure chinoise en service au Niger. Les investigations sont en cours pour déterminer les motivations réelles de leur intrusion dans un contexte d'informations récurrentes sur la planification d'actes d'atteinte à la sûreté de l'État béninois. Ce sont là les explications fournies hier par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mario Metonou a donné un point de presse à Cotonou à ce propos. On écoute un bout de sa déclaration. Le 5 août 2019, la République du Bénin a conclu avec la société West African Oil Pipeline, en abrégé WAPCO, un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Cet accord, qui vient à la suite de diverses conventions passées avec la République du Niger, définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. L'article 29.6 de l'accord prévoit que l'État béninois autorise les autorités publiques nigériennes à accéder au compteur du terminal si, dans le terminal de la société WAPCO Bénin, à Semekpodji. Le 3 juin 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO Bénin à Semekpodji. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. À l'étape actuelle, l'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause, dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Coopération internationale, le Bénin s'engage pleinement dans le partenariat de type nouveau que propose la Corée du Sud avec l'Afrique. Le pays du matin calme est un modèle de développement économique dont on peut s'inspirer.
C'est la substance du discours de la vice-présidente de la République au sommet Afrique-Corée du Sud en cours à Séoul depuis mardi. Je vous propose d'écouter Mariam Chabi Talata Zimeyerima. Le pays est passé du sous-développement au développement et à la prospérité. Ce changement de statut ne s'est pas opéré ex nihilo. Il est le résultat de la synergie d'action de leaders politiques visionnaires, engagés et déterminés, de responsables d'entreprises ambitieux, audacieux et passionnés, et du peuple coréen très motivé et volontariste, avec un système éducatif exceptionnellement performant et l'accompagnement de la communauté internationale. Maintenant debout, la Corée, à son tour, entreprend de tendre la main à l'Afrique pour l'aider à se lever, à se relever elle aussi, à travers un partenariat solidaire et soucieux de l'avenir de toute l'humanité. Elle a compris, la Corée, que l'Afrique n'a pas besoin de charité sporadique, mais d'accompagnement. Nous la remercions pour cette grande et noble attention aux autres, ce sens élevé du devoir d'assistance mutuelle et d'entraide. Mesdames et messieurs, notre continent, qui aujourd'hui plus que par le passé, est en proie à la pauvreté, la famine, l'insécurité, l'instabilité politique, la gouvernance dévoyée, les conflits et autres maux, dans un monde où le multilatéralisme devient une nécessité, a besoin d'une telle aide. En effet, après de nombreuses tentatives infructueuses et non concluantes d'aide ponctuelle au développement, un changement de paradigme s'impose. Mon pays, le Bénin, est prêt à construire avec d'autres pays du continent et avec la Corée cet avenir commun. C'est pourquoi nous vous invitons d'ores et déjà à nous visiter afin de découvrir les atouts et opportunités dont notre pays regorge. De plus, le Bénin a procédé à d'importantes réformes politiques, institutionnelles et économiques visant à garantir la sécurité des investissements directs étrangers ces dernières années. De notre côté, nous savons dans quel domaine nous brûlons d'impatience de cheminer avec la Corée. Ce qui particularise le monde actuel, c'est la communauté de destin des peuples. Cette communauté de destin nous oblige à ne pas rester indifférents à la misère des autres, car leur chute entraînera la nôtre. Les jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe échangent sur l'avenir de la langue française à Cotonou. C'est à l'occasion du 6e cycle de forums régionaux initié par l'Institut français qu'ils questionnent le futur de cette langue utilisée par plusieurs pays africains. À l'issue des 3 jours de dialogue, ils entendent proposer des solutions pouvant faire valoriser davantage le français comme langue de la paix et de la coopération. Le lancement des activités du forum a eu lieu hier au Palais des Congrès de Cotonou. Le récit des événements. 3 jours d'échanges et de débats pour questionner la place de la langue française. Cotonou, capitale de la langue de Molière, l'instant de cette rencontre internationale. C'est la 6e édition du cycle des forums régionaux dénommé « Notre futur, dialogue Afrique-Europe », une initiative de l'Institut français qui existe depuis 2022. À cette édition de 2024, le forum réunit des experts, chercheurs, activistes, entrepreneurs et jeunes engagés issus de plusieurs pays d'Afrique et du vieux continent. Et pendant 3 jours, les échanges des acteurs conviés vont porter sur 4 enjeux structurants pour l'avenir de la langue française en Afrique. À cette première journée, les temps forts sont ponctués d'animations artistiques et culturelles, mais aussi des parades de jeunes leaders qui tentent chacun de répondre à la question principale, le français pourquoi faire ? Sur la scène, les différentes voix essayent de démontrer l'utilité de la langue française. Si pour certains le français favorise l'interconnexion des peuples, pour d'autres il favorise et participe à l'émergence du marché international par le commerce, mais aussi les affaires. Au-delà de ces animations et performances artistiques, ce forum a été également l'occasion de nombreux débats et ateliers sur des thématiques aussi diverses. Les premières discussions portent sur comment relier la relation à la langue française de la relation à la France. Le deuxième volet interroge la possibilité de décoloniser l'espace francophone.
Après ces ateliers débats simultanés, l'agenda de ce forum de Cotonou prévoit aussi une soirée culturelle à l'Institut français du Bénin. Comment les innovations technologiques peuvent-elles contribuer à renforcer la paix dans la région? C'est la question au cœur d'un sommet qui réunit les jeunes des États membres de la CEDEAO à Accra, au Ghana. La rencontre est organisée par la Direction des Affaires politiques, Paix et Sécurité de la Commission de l'organisation sous-régionale. Elle permet de mieux impliquer la jeunesse dans cette conception des stratégies de paix au sein de l'espace communautaire, notamment dans les pays dirigés actuellement par des militaires. L'ouverture des travaux avec Idrissou Boukari. Ce sommet, c'était de redonner la parole aux jeunes dans un domaine qui est d'un grand intérêt pour les jeunes. C'est la technologie, les numériques. On ne peut pas parler avec les jeunes sans les rencontrer sur ce terrain de technologie et de numérique. C'est pour cela que nous avons dit, pour parler de paix, de sécurité, de stabilité, de croissance économique, il fallait voir avec les jeunes ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'on peut continuer à faire avec eux, ou bien comment les conseiller, les enseigner, les éduquer et renforcer leurs capacités pour qu'ils fassent bien ce qu'ils sont en train de faire en matière d'innovation numérique. C'est pour cela que nous les avons rencontrés. Il faudrait que la forte population de la région aujourd'hui, qu'on puisse les engager, qu'on puisse engager les responsables des jeunes pour qu'ils soient les ambassadeurs de la CEDEAO dans les États membres en ce qui concerne tout ce qu'ils font en matière de croissance économique, en matière d'intégration et spécialement sur les innovations numériques. Nous avions eu droit à plusieurs panels de discussion pour d'abord planter le décor sur la situation socio-politique et sécuritaire de la région pour leur permettre de comprendre ce qui se passe en matière de la politique et de la sociologie de la région actuellement. Et nous les avons aussi, nous avons animé des panels sur tout ce qui est lié au numérique. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que les jeunes que nous avons invités sont à différents niveaux d'évolution, de connaissances en matière de numérique. Et ça a été une occasion pour les uns et les autres d'apprendre. Ils sont renforcés du point de vue de la technologie numérique, mais aussi par rapport au cadre normatif des institutions comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, comme aussi les Nations unies. Tout ce que ces institutions préparent en matière de cadre normatif pour soutenir, accompagner les jeunes, ils ont été équipés et ils sont mieux aguerris désormais pour parler à leurs pairs par rapport au cadre qui existe pour accompagner, soutenir les jeunes dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont eu des engagements eux-mêmes, ils ont des attentes par rapport au gouvernement, différents gouvernements, ils ont des attentes par rapport à la CEDEAO, mais eux-mêmes, en tant que jeunes, ils ont défini des axes sur lesquels ils doivent travailler. Et chaque pays représenté a présenté ce qu'il peut faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Et nous allons continuer à travailler avec eux. Ce n'est pas un événement, c'est un processus qu'on continue. On va faire le suivi avec eux pour voir jusqu'à quel point ils vont honorer leur engagement pris ici. Constant Nyankadja sur le point de ces activités d'Accra. Eh bien, dans le but d'utiliser une approche innovante pour augmenter la production de riz au Bénin, le projet RICOAS voit le jour, une initiative sous-régionale qui prend en compte 13 pays. À l'Institut national de recherche agricole du Bénin INRAB, les acteurs du monde agricole ont été informés sur les différentes techniques de l'exécution de ce projet. Compte rendu du lancement avec Jules Echo et Marlène Azinongwe. Porter la production annuelle du riz à au moins 1 million de tonnes de paddy d'ici 2026. C'est l'objectif autour duquel ces acteurs du monde agricole mènent des réflexions à travers le projet RICOAS.
Une initiative régionale qui permet de mettre à l'échelle une riziculture résiliente au climat en Afrique de l'Ouest. Pour le directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, ce projet vient améliorer la production du riz malgré les aléas climatiques. Je suis particulièrement honoré de la présence du secrétaire général adjoint malgré l'agenda. Vous savez que le moment que nous traversons, il y a la reddition du compte gouvernemental et il devrait être quelque part en train de rendre compte. Il a pris de son temps pour être parmi nous et pour lancer officiellement ce projet. Cela témoigne de l'intérêt que le ministère accorde au projet. Le riz, constituant la deuxième céréale derrière le maïs, est l'un des aliments de base pour les populations de nos jours. Il est important d'accorder une attention particulière à accroître sa production. Le système de riziculture intense est un système qui permet de gagner en quantité en matière de semences, selon le secrétaire général du MAEP qui a lancé le projet. Compte tenu de son importance socio-économique, le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, a retenu de faire de la filière riz une filière attractive et a pris l'option d'un investissement à grande envergure pour assurer son développement. Une communication de la coordinatrice du projet a permis aux participants d'être mieux informés. Celle-ci renseigne sur l'utilisation du SRI et les pratiques agroécologiques des résiliences au climat. Ce projet vient en appui à l'atteinte de cet objectif parce qu'elle permettra à la fin d'avoir une augmentation de 25% de rendement. Comme vous le savez déjà, le système de riziculture intensive, c'est une pratique agricole qui permet l'atteinte d'un rendement supérieur pour ce qui est de la production de riz. Nous devons accompagner les producteurs à l'utilisation des paquets technologiques leur permettant de faire face aux problèmes de changement climatique, tels que l'utilisation des variétés résilientes au climat, les pratiques de gestion durable des terres et de la conservation des eaux. Diverses préoccupations ont été soulevées par les participants. En réponse, la coordinatrice et le directeur de l'INRAB ont apporté des éléments de clarification. Les intervenants à l'unanimité ont pris l'engagement de booster la production rizicole au Bénin par l'entremise de ce projet. Le projet d'appui à la réglementation pharmaceutique en Afrique de l'Ouest et du Centre, REG-Pharma, a été lancé à Cotonou hier. Il est mis en œuvre par l'Agence française de développement à travers Expertise France pour une période de 4 ans. Son objectif est de renforcer l'accès à des médicaments, vaccins et autres produits de santé en quantité et en qualité. Ingrid Day. Pharmaciens et autorités à divers niveaux, ils sont les premiers témoins de ce programme conçu pour faire face à l'impérieuse nécessité de disposer de systèmes de réglementation efficaces en Afrique. À travers ces 3 composantes, axées sur la réglementation, la régulation et les ressources humaines, le projet d'appui à la réglementation pharmaceutique en Afrique de l'Ouest et du Centre ambitionne d'améliorer l'accès des populations à des produits de santé de qualité, sûrs et efficaces. Le Bénin, comme beaucoup de pays de la région africaine, de l'OMS, essaie de lutter pour parvenir à un niveau de maturité réglementaire pharmaceutique pour ensuite s'investir dans la production locale des produits de santé. En renforçant les capacités des autorités nationales de réglementation pharmaceutique, REG-Pharma vise à élever nos standards, à assurer que chaque médicament qui atteint les pharmacies et nos hôpitaux répond aux normes les plus exigeantes. Élaboré sur une période de 4 ans, REG-Pharma a pris corps grâce à l'appui technique et financier de l'Agence française de développement. Le projet est mis en œuvre par Expertise France sous financement de l'AFD à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA. La France soutient aussi cette volonté d'amélioration de la gouvernance du secteur pharmaceutique, en particulier dans l'UMOA et la CEMAC,
pour sécuriser le marché régional des produits de santé et que ce marché soit plus attractif pour mobiliser des investisseurs et de nouveaux opérateurs dans le secteur pharmaceutique. Cette sécurisation et cette amélioration de la gouvernance passe par la mise en place d'un cadre juridique harmonisé au niveau de l'Union africaine, mais aussi au niveau régional de la CEDEAO et de la CEMAC. En choisissant donc d'accompagner prioritairement les agences du médicament du Bénin et du Gabon pour l'atteinte du niveau de maturité 3 dans les domaines de l'inspection du système de réglementation de l'enregistrement, ainsi que sur 2 domaines support, le projet Reg Pharma confirme son alignement aux priorités des pays et sa volonté de combler les gaps en matière d'expertise et de financement de la mise en œuvre des activités y afférentes. Reg Pharma est un projet ambitieux en termes de moyens et de projection. Entre autres retombées, sa mise en œuvre va permettre d'asseoir une plateforme dématérialisée pour des échanges d'informations entre les États membres sur les dossiers d'autorisation de mise sur le marché et rapports d'inspection de fabricants. Nous en sommes maintenant à cette séance de sensibilisation des apprenantes des collèges, des départements, sinon du département des collines, sur l'hygiène menstruelle, surtout en cette période d'examen, comme nous y sommes. C'est une initiative d'un groupe de femmes conduite par Christelle Rondonoubo Aliosa. Le périple entamé depuis quelques semaines a conduit les organisatrices dans 3 collèges des départements du Colline. Précision de Imet Hélène Amoussou. L'activité est partie pour être menée dans une dizaine de collèges dans le pays. Elle est conduite par un groupe de femmes engagées qui s'est fixé pour objectif de sensibiliser, former et accompagner les jeunes filles sur l'hygiène menstruelle, surtout en période d'examen. Ces jeunes filles aujourd'hui, elles savent déjà mettre les couches, c'est vrai, mais elles les mettent mal. Et puis quand elles sentent qu'elles ont un débordement d'écoulement, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Comment faire pour rester sereines, pour rester concentrées sur les épreuves? La deuxième chose, c'est qu'il y en a parmi elles qui ont des problèmes de douleur au bas-ventre. Et donc l'impact que ces désagréments ont sur les résultats, c'est cela que nous voulons éviter. Pour l'étape des collines, plusieurs établissements ont été sillonnés par la délégation conduite par Christelle Rondonoubo Aliosa. Au collège d'enseignement général de Kpanouian, de Soklo, Bopu, de Dassa 2, les échanges ont été animés par la présidente de l'ONG Femmes, entendez, Femmes autonomes mais épanouies. Dans son adresse, la communicatrice a mis l'accent sur bien d'aspects de la thématique. Nous savons que nous comptons le jour, ça doit venir, mais parfois, ce n'est pas toujours précis. Donc pour celles qui savent que dans cette période-là, elles pourraient avoir les menstrues, qu'elles puissent avoir quand même les couches de rechange à côté, sur elles, de se retirer pour aller se changer. Et pour les autres, c'est quand même de pouvoir bien gérer cette période-là pour qu'il n'y ait pas de débordement de couches. Mais après aussi, c'est que ces conseils-là puissent rester dans leur tête afin qu'elles gèrent leur vie de femme. Moi, j'ai retenu qu'en période de menstrues, il faut que les filles se lavent au moins 3 fois par jour. Et si elles utilisent des couches traditionnelles, bien nettoyées, et à la fin de leur cycle, elles vont rassembler toutes les couches qu'elles ont utilisées, laver encore avec du savon et sécher et emballé pour un prochain cycle. Une première étant attendue par les apprenantes, l'initiative est également appréciée par les enseignants, parents d'élèves et autres. Leur souhait est que les mesures soient prises afin d'élargir les prochains rendez-vous à un plus grand nombre de collèges et lycées. C'est une bonne idée parce que ça permettra aux filles de mieux faire face à la survenue des menstrues, de se préparer avant de se rendre au centre et de savoir comment gérer ces menstrues pour ne pas être empêché ou pour ne pas finir sa composition. La thématique qui est choisie est la bienvenue parce que lorsque les menstrues apparaissent subitement comme ça et que l'enfant ne s'est pas préparé, elle a du mal à se lever au milieu de ses camarades. Du coup, sa réflexion aussi prend un coup, ce qui va faire que son rendement va recevoir également un coup. De Dassa, la délégation a mis le cap sur la région septentrionale pour le même exercice à la fin de chaque séance. Avant de prendre congé de leurs invités, les organisatrices ont appelé toutes celles présentes à partager les notions acquises avec leurs pairs qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Même registre, des associations de jeunes renforcent leur capacité
pour l'identification, la détection et la prévention des comportements déviants chez les jeunes et les adolescents. L'activité s'est déroulée à la Maison des Jeunes d'Abomey. Elle a réuni les représentants d'organisations de jeunesse de toutes les communes du département du Zou. L'initiative de cette formation est portée par la Direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports. Les détails. Responsables d'associations de jeunes, ils proviennent de toutes les communes du département du Zou. Rassemblés ici à la Maison des Jeunes d'Abomey, ces hommes et femmes sont les invités de la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports. La grande mobilisation des jeunes pour cette activité témoigne de l'importance et de l'opportunité. Et je crois qu'au thème de ces travaux, la jeunesse du Zou, les responsables des associations de jeunesse du Zou repartiront suffisamment aguerris pour faire face aux challenges qui sont ceux de la jeunesse. Le rendez-vous s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de capacité de ces acteurs afin qu'ils soient capables d'identifier, détecter et prévenir les comportements déviants chez les jeunes et adolescents. Les jeunes, déjà à l'âge pubère, sont en proie à un certain nombre d'attitudes. Le refus de s'aligner, la contestation, la copie des comportements de leur père à l'école, la copie de ce qu'ils voient à la télé, sur les réseaux sociaux, les amène à s'identifier à ces exemples-là, à ces modèles, ou alors veulent tracer eux-mêmes leur voie, se donner une autre personnalité, autre que ce que les parents ont envisagé pour eux. Donc il faut vite anticiper et les conscientiser. Et c'est pourquoi nous avons choisi de réunir les responsables d'associations de jeunes qui, eux, à leur tour, vont parler à leurs pères éducateurs à l'intérieur de leurs associations et en vue qu'à la rentrée prochaine, ils prennent d'assaut nos établissements scolaires avec un plan d'action bien défini et détaillé. Nous allons suivre avec eux. Pendant les 2 jours de formation, plusieurs communications ont été développées. Certaines ont été axées sur les stratégies, moyens et dispositions à prendre afin de contrer les nombreux maux qui entravent l'évolution, de même que l'épanouissement normal des jeunes et adolescents dans le contexte actuel de modernité. L'adolescence est une période extrêmement critique qu'il faut savoir gérer. Et donc, ces 2 jours d'échange nous ont permis d'être plus aguerris par rapport à l'identification de la crise pubertaire. Comment la gérer? Le rôle des parents, le rôle des éducateurs et aussi le rôle de ces enfants-là. Il faut comprendre que le sujet est pertinent. Après cette formation, maintenant, nous irons sur le terrain et continuer ces formations-là pour pouvoir sauver l'avenir des jeunes. Au terme de la rencontre, non seulement les participants sont appelés à porter à la connaissance de leurs autres pairs les notions acquises, mais aussi faire des propositions en vue de renforcer les actions déjà menées par plusieurs organisations. Pour l'atteinte des objectifs, ils bénéficieront de l'accompagnement de la direction initiatrice des assises. On finit à la Sénat qui prépare déjà les élections générales de 2026. La Commission électorale nationale autonome outille les futurs facilitateurs dans l'organisation du scrutin. Ils ont suivi une formation hier en renforcement de capacité en vue d'être mieux aguerris. La Sénat a reçu pour cette formation le soutien de la coopération suisse au Bénin. Suivez ensemble le compte-rendu. Le présent atelier est initié par la Commission électorale nationale autonome à l'intention des acteurs de la plateforme électorale, des organisations de la société civile et des radios locales communautaires. Il vise à passer en revue les problèmes auxquels la Sénat se trouve confrontée dans l'exécution de sa mission afin d'y apporter des solutions adéquates. Il s'agit essentiellement de décrypter et internaliser les dispositions pertinentes de la loi électorale, recruter les agents électoraux et assurer leur formation. Et cette communication sur la plateforme électorale des organisations de la société civile permet de mieux comprendre le diagnostic posé par l'institution. Ce TTF permettra de générer une masse critique de grands formateurs qui viendra renforcer le nombre d'experts déjà disponibles. Elle offrira également l'occasion de révéler les participants talentueux qui continueront la prestigieuse marche pour devenir des facilitateurs accrédités d'ateliers du programme Bridge.
Dans le cadre de l'encadrement de ces acteurs, de ces agents électoraux, il était apparu nécessaire de pouvoir mettre en place un vivier de formateurs, de facilitateurs capables d'accompagner ces agents électoraux à jouer pleinement leur partition dans le cadre de la tenue des élections dans notre pays. Au menu de cette rencontre, le renforcement des capacités des acteurs importants intervenant dans la chaîne de coordination des opérations électorales. Pour atteindre pleinement ces objectifs, l'institution en charge de l'organisation des élections reçoit l'appui technique et financier de la coopération suisse au Bénin à travers la phase 2 du programme redevabilité qui arrive à terme cette année. Pour renforcer les compétences et la confiance des acteurs du processus électoral, pour accroître la sensibilité aux outils et ressources disponibles pour la construction et la maintenance d'une culture électorale durable et pour encourager une culture de partage des informations et des expériences, la formation BRIDGE, Building Resources in Democracy, Governance and Elections, a été retenue au profit des principaux acteurs électoraux du Bénin, futurs formateurs du personnel électoral de qualité dans le cadre des prochaines élections générales de 2026. Les travaux de cette session de formation durent 10 jours, de véritables échanges à l'issue desquels un vivier d'agents électoraux qualifiés devra être formé afin d'accompagner le processus électoral, ce qui marquera le début de la phase 3 du programme de coopération suisse au Bénin. Merci pour votre attention et bon week-end à chacun et à tous.